C'est un cheval qui est naturellement extrêmement sportif. Et bien qu'il a la taille d'un poney, c'est un cheval en conformation. Si le monsieur qui est ici n'était pas à côté du cheval, on pourrait croire que c'est un cheval adulte ou c'est un cheval normal. Le cheval caspien se différencie des autres chevaux en Iran par le fait qu'il a été traditionnellement utilisé comme animal de travail. Il laboure les rizières, il est utilisé pour ramasser du bois dans les montagnes et comme moyen de transport. La première caspienne a été découverte par Louise Firouz dans la ville littorale d'Ormol en 1965, dans la province de Mazandaran. Ces chevaux étaient isolés dans une zone locale par leur environnement physique, avec la mer, comme je vous ai dit, d'un côté et la vaste chaîne de montagnes d'Alborz de l'autre côté. Comme vous pouvez voir, le nom du cheval donc est dérivé de sa situation géographique. La description de Louise Firouz est d'un système semi-nomade de pâturage pour les chevaux, les bovins et les moutons. Pendant les mois d'été, les animaux sont conduits dans les alpages des montagnes d'Alborz et de Tolesh pour profiter d'abondantes forêts et d'herbes de montagne. Les animaux hivernent sur les champs de riz et de blé récoltés. Ces pâturages communaux sont appelés koror. Et la nature de ce type d'élevage exclut tout type d'élevage contrôlé et donc de sélection. Tous les chevaux donc sont libres de se promener et de se mêler avec les autres races locales. Et l'autre race locale principale, comme on a vu sur le dendrogramme, était le Toleshi. Et le Toleshi. Le deuxième cheval que je vais vous présenter, c'est le cheval turkmène. Le cheval turkmène vient de la région des steppes turkmènes iraniennes, donc c'est au nord-est de l'Iran et c'est juste au sud de la chaîne de montagnes de Kopet-Dor. Au nord, vous avez le Turkménistan. C'est un cheval de sport hors pair. Il est très réputé pour son endurance et sa vitesse. Il a un corps très mince qui est semblable, comme vous voyez, à un lévrier. Il est très raffiné en apparence, mais il faut savoir que c'est une des races, les plus coriaces au monde. Le profil est droit avec un long cou et les épaules très tombantes. Leur dos est très long avec un quartier incliné et un abdomen retroussé. C'est des chevaux qui varient entre 1,45 m et 1,60 m. Ces chevaux-là font partie entière de la vie du peuple turcoman. Ils vivent avec, ils attachent leurs chevaux juste à côté de leur maison ou à côté de leur tente. Les chevaux sont souvent 365 jours par an sous couverture, comme vous voyez sur la photo à droite. Et la couverture les garde très minces parce qu'ils sont souvent en train de transpirer, les garde à l'abri des insectes, mais aussi les garde chauds en hiver et fraîches en été car avec la transpiration, ils se rafraîchissent. C'est des chevaux qui sont entraînés dans les steppes turkmènes qui s'étendent à perte de vue. Donc, ils partent le matin avec leur cavalier et ils rentrent le soir. Donc, c'est des entraînements surtout au pas et au petit trot et galop qui durent des heures. La raison d'être de l'élevage du cheval de turkmène est la course. C'est des chevaux qui, comme je vous ai dit, ont une vitesse extraordinaire et une endurance extraordinaire. La vitesse du cheval turkmène est différente à la vitesse du cheval pur sang anglais. En général, sur des courtes distances, ils sont battus par les pur sang anglais, mais sur des plus longues distances, c'est les rois. C'est un cheval de sport, donc il est très polyvalent, excellent pour l'obstacle et le sport de l'endurance.
Donc, le troisième cheval endémique en Iran, c'est le cheval assil ou le pur sang arabe persan. L'assil, en fait, est une race qui est dérivée du groupement Farce. Et le groupement Farce comprend aussi des sous-espèces comme le Dareshuri et des chevaux qui sont très liés à des tribus de Khouzestan et du sud-ouest de l'Iran. C'est des chevaux qui ont, je dois pas beaucoup présenter le cheval arabe, je pense qu'il est mondialement connu, mais il faut savoir que le cheval assil en Iran est à part dans le sens où ils n'ont pas été croisés avec des populations d'Arabes d'autres endroits du monde. Et donc, ils ont leur lignée qui sont à part. Le cheval assil a des souches matrilinéaires. Donc, on considère la lignée de la mère, pas comme en Europe où on parle souvent de la lignée du père. C'est des chevals d'endurance hors pair, probablement les meilleurs du monde. Ça, c'est les chevaux dans leur région native de Khouzestan. Et donc, le quatrième cheval, c'est le cheval arabe, le cheval kurde, excusez-moi. Je pense que Madame Bessonnet va vous parler du cheval kurde. Elle a eu plus de contacts les dernières années que moi, donc elle est plus à même de vous donner des détails sur le cheval, sur la géographie de la région endémique du cheval kurde. Mais il faut savoir que c'est un cheval d'une puissance extrême. Le cheval kurde est descendu du groupement Nissian Horses. Donc, c'est des chevaux qui remontent, comme a bien évoqué M. Voisin, à des millénaires en arrière et ont utilisé dans le temps pour le combat, pour des chevaux de transport et surtout dans les montagnes, car c'est des chevaux qui ont un pied très sûr et qui sont très, très robustes. Comme vous voyez ici, c'est des chevaux qui sont endémiques de la région de Kurdistan, qui est une région très montagneuse et avec des températures très, très basses en hiver et une chaleur assez importante en été. Je voudrais terminer par rendre hommage à ces deux grandes dames du cheval oriental. Sans elles, les races indigènes du pays, donc de l'Iran, seraient vraiment restées dans l'ombre de leur illustre histoire. Le premier, c'est Mary Qargozlou, qui a fait un énorme travail avec le cheval assil. Et la deuxième, c'est Louise Firouz, qui est très connue pour sa découverte du cheval de la Caspienne, mais aussi pour son immense travail de sélection et d'élevage du cheval turcoman. Merci beaucoup. J'essaie de le garder court pour pas prendre trop de temps. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ce travail qui met bien en valeur les races et puis aussi la génétique dont j'aurai l'occasion, j'espère, de parler brièvement à la fin du webinaire. Donc, on voit bien qu'en Iran, l'Iran est vraiment une grande nation du cheval. Les gens adorent leurs chevaux et connaissent bien leur race aussi. Il y a beaucoup d'initiatives locales pour les conserver et pour développer les sports équestres, dont on va parler avec Madame Bressan, qui a eu l'occasion de voir de l'intérieur les activités de la Fédération nationale iranienne et de constater aussi le dynamisme des disciplines sportives plus classiques, on va dire. Donc, si vous voulez bien, Madame Bressan, on vous écoute pour la partie des sports équestres. Très bien, merci beaucoup, Rachel. Je vais partager le document
en question. Voilà. Alors, juste, j'aimerais vraiment préciser qu'effectivement, je suis l'ancienne directrice du département développement, qui est maintenant le département solidarité de la Fédération équestre internationale. Je suis allée en Iran dans le cadre de notre programme de développement, mais ça fait déjà quelques années. Je vais vous parler de mon expérience en Iran et de mon travail avec cette fédération en ce qui concerne le sport équestre. Ce sont des renseignements, des chiffres, etc., que j'ai aussi obtenus d'amis que j'ai sur place qui ont travaillé avec la fédération iranienne. Alors voilà. Alors, comment est-ce que je passe au numéro? Voilà. Alors, je vais vous parler de la structure sportive de la fédération. Donc, toute fédération équestre nationale est affiliée à la fédération équestre internationale. Donc, la fédération équestre iranienne est affiliée depuis très longtemps à la fédération équestre internationale. Cette fédération nationale est divisée en provinces. Comme le disait Madame précédemment, c'est un grand pays, l'Iran. La fédération est donc divisée en 31 provinces et chaque province a une association équestre provinciale. Chaque fédération nationale a aussi une structure politique et qui est dirigée par un président, un secrétaire général ou une secrétaire générale. Dans le cas de l'Iran, 5 clubs équestres sont sélectionnés parmi ceux de toutes ces provinces et ont un droit de vote à l'Assemblée générale. Sont aussi représentés à l'Assemblée générale de la Fédération nationale des représentants des juges. Alors, ça peut être des juges de plusieurs disciplines. Les disciplines équestres, je vais vous en parler plus tard, qui sont pratiquées dans la fédération, des entraîneurs, des athlètes et des représentants du gouvernement. La fédération équestre iranienne compte entre 400 et 600 clubs équestres. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et c'est là où l'on voit tout le dynamisme du sport équestre en Iran. Alors moi, je vais vous parler du cheval de sport en Iran. Lorsque je suis allée en Iran, j'ai pu en même temps participer à un concours hippique ou un concours de saut international, un CSI, qui était organisé à une hauteur, juste pour vous donner une idée, les chevaux sautaient à une hauteur de 1,40 m. Et donc, j'ai pu vraiment voir à quel point le niveau était haut au niveau CSI. Donc, il y a entre 100 et 150 chevaux de sport à ce niveau-là, actuellement en Iran. Ce sont des chevaux qui sont importés d'Europe. Ce ne sont pas des chevaux du Kurdistan ou des races iraniennes. Ces chevaux sont des athlètes de haut niveau et ils participent à des concours organisés par la fédération sous règlement FEI. Plus largement, il y a environ 3 000 à 5 000 chevaux de sport qui pratiquent le sport équestre en Iran du niveau poney au niveau national, au niveau poney club et niveau national. Donc, oui, c'est quand même un grand nombre de chevaux. Donc, encore une fois, ça montre le dynamisme du sport équestre en Iran. Les disciplines équestres pratiquées en Iran sont le saut d'obstacle, loin devant les autres, un peu de dressage, de l'endurance et de la voltige. Je pense que tout le monde sait ce qu'est le saut d'obstacle, le dressage également. L'endurance, c'est donc
parcours dans la nature sur de longues distances avec des chevaux. Et là, je pense qu'alors vos chevaux iraniens sont certainement utilisés parce que l'endurance, il faut des chevaux endurants, en général des Arabes. Et la voltige, qui est en développement, et on a beaucoup travaillé à la FEI avec une équipe de voltigeurs en Iran. La voltige, c'est en fait de la gymnastique à cheval. Et c'est surtout des jeunes, beaucoup de jeunes qui la pratiquent. De plus, pardon? De plus, on pratiquait aussi alors les courses de chevaux, les arts martiaux à cheval. Alors là, c'est ce qu'on m'a donné comme information, mais je n'ai jamais vu ces spectacles. Et des concours de beauté pour chevaux arabes, un peu comme c'est la pratique dans les pays arabes aussi. Alors, encore juste peut-être ce que j'aimerais rajouter, quand j'étais en Iran, j'ai pu voir un match de polo, parce que le polo est aussi une discipline pratiquée en Iran. Les concours hippiques en Iran, mais vraiment avec les chevaux de sport, c'est le saut d'obstacle et je trouve déjà magnifique qu'il y ait 2 concours internationaux. Donc, les concours internationaux, ça veut dire avec la participation de cavaliers étrangers. J'étais à un concours hippique, un CSI, et il y avait des cavaliers, il y avait même un Hollandais, et le constructeur de parcours était français. J'étais avec monsieur Pierre Durand. D'ailleurs, c'était magnifique et j'étais vraiment très étonnée par le niveau. Il y a environ entre 15 et 25 concours nationaux. Là, ce sont des concours qui sont organisés pour tout cavalier de niveau national peut s'engager. Et il y a encore entre 100 et 150 concours locaux. Alors, je pense que c'est un peu plus bas niveau et c'est vraiment organisé dans les régions. Au dressage, je n'ai pas vu de concours de dressage en Iran, mais il n'y a pas donc de concours internationaux, mais il y a des concours nationaux. Là aussi, on a aidé, je ne sais pas si la FEI aide encore actuellement, l'Iran à développer le dressage. Et il y a entre 5 et 10 concours locaux. Donc, petit à petit, je pense que ça va aussi aller de l'avant et se développer. Le concours complet, ou ce qu'on appelait avant le military, c'est donc des concours qui comprennent une épreuve de dressage, une épreuve de saut et une épreuve de crosse. Et les résultats additionnés donnent le gagnant. Donc, il y a entre 1 et 2 concours internationaux. Alors, de nouveau, je n'ai pas vu de concours complet international. Je n'en ai pas vu un en Iran, mais je suis contente d'apprendre que ça se développe aussi. Et entre 10 et 20 concours nationaux. Et je pense qu'avec les chevaux, tous les chevaux, les races que vous nous avez montrées précédemment, il y a certainement de la place pour utiliser ces chevaux dans le concours complet. Parce qu'on a besoin de chevaux endurants et des chevaux qui ont du sang. Et la voltige, alors pour le moment, je suis quand même un peu déçue qu'il n'y ait toujours pas de concours, mais je pense que c'est vraiment un sport qui se développe au niveau des poney clubs. Alors, il y a certainement des petits concours dans les clubs, mais il n'y a pas de concours national encore à ce jour, à ma connaissance. Mais il y a eu énormément d'enthousiasme pour cette discipline. Les courses, alors les courses plates, entre 20 et 30 courses nationales, et les arts martiaux à cheval, alors de nouveau, ça, je n'en ai jamais vu. Mais je suis contente d'apprendre et j'aimerais savoir avec quels chevaux ils font ces arts martiaux. Alors, en ce qui me concerne, j'ai visité quelques clubs équestres autour de Téhéran
des immenses clubs très, très bien équipés, avec des installations tout à fait modernes. J'ai vu les chevaux kurdes, les chevaux de la mer Caspienne, mais à l'époque, on m'a dit que c'était encore peu utilisé. Mais j'en ai vu dans ces clubs. Mais ces chevaux sont considérés, et en voyant les photos, effectivement, ils sont utilisés comme des poneys, donc pas vraiment pour le sport. Moi, j'ai trouvé que les Iraniens qui font du sport, qui font des concours, sont vraiment attachés aux chevaux européens. Donc, il y a encore vraiment de la place pour utiliser et développer les chevaux iraniens, mais surtout dans les poney clubs, parce que la taille va très bien pour les enfants et pour organiser des leçons de groupe. Je pense que là, il y a du travail à faire. Et des efforts sont vraiment faits pour utiliser ces chevaux. Et effectivement, ces petits qui ont moins de 149 cm, comme cela se fait en Europe, on a en Europe, c'est spécifique à l'Europe, des concours internationaux de poney avec un championnat d'Europe. Voilà, voilà mon expérience de l'Iran. Est-ce que je peux vous en dire? Et j'espère vraiment que vous puissiez travailler tous en bonne collaboration avec la Fédération iranienne, parce que là, vraiment, je suis vraiment étonnée de voir tous ces chevaux indigènes qui pourraient vraiment avoir leur place même dans le sport équestre. Voilà. Merci pour votre attention. Voilà. Merci beaucoup, Madame Bressan. Merci. Mais je vous en prie. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions. J'ai vu, malheureusement, j'ai pas la main dessus, des commentaires sur votre intervention et j'espère qu'on pourra répondre à toutes les questions qui ont été posées. Le temps presse un petit peu. Est-ce que Madame Suo est toujours là? Oui. Oui, Laura. Oui, vous m'entendez? Oui, je suis. Il y a un petit problème de son. Est-ce qu'on peut retester ensemble? Salut, maman. Oui, alors je suis là, mais le président de la FITE est aussi avec nous, donc c'est lui qui va intervenir oui. sur nos sujets, puisque juste son expérience très grande sur le sujet du tourisme équestre. Oui, très bien, merci beaucoup. Je vais partager. Merci, bonsoir à toutes et tous. Un salut particulier à Jacqueline Bressan, ancienne collègue de la Fédération internationale. Laura vient de le dire, donc je suis président de la Fédération internationale de tourisme équestre et également délégué général de la Fédération française d'équitation. Donc je me permettrai en fin d'intervention de venir sur quelques aspects déjà soulevés par Madame Bressan, notamment par rapport à l'activité des poney clubs, des centres équestres et de la formation des enseignants de manière très brève et de l'expérience que nous avons pu avoir en Iran. Je vais vous parler du tourisme équestre à l'international et tel qu'il se pratique peut-être déjà en Iran. Malheureusement, à ce jour, nous ne comptons pas parmi nos membres l'Iran ou une structure iranienne membre de la FITE, mais en tous les cas, on a un certain nombre d'informations qui indiquent qu'il y a des activités, en tous les cas, d'itinérance à cheval, de déplacement à cheval, et en tous les cas, les qualités des équidés rappelées par la première intervenante montrent que c'est une réalité, et je pense que Madame Bessonnet, qui organise des séjours là-bas, va pas me démentir. Pour vous parler de la Fédération internationale de tourisme équestre, c'est une structure qui a été créée à l'initiative de la France en 1975, qui était essentiellement européenne dans un premier temps. Depuis 2022, en 2022, elle représente 26 organismes nationaux, donc c'est le nom des adhérents de la fédération, pour ne pas les confondre avec des fédérations nationales.
Bien souvent, ce sont les mêmes membres qui adhèrent à la Fédération équestre internationale, dont on a parlé précédemment, et à la FITE, mais parfois, il y a des organismes spécialisés en tourisme équestre dans certains pays qui développent de manière plus particulière les activités de tourisme équestre, et on les accueille bien évidemment au sein de notre fédération. Les missions de la FITE reposent bien sûr sur la promotion du tourisme équestre au sens large. Quand on dit tourisme équestre, bien sûr, il y a le mot tourisme, mais il y a avant tout, ça signifie l'itinérance à cheval, c'est le déplacement à cheval, qui est l'équitation telle qu'elle se pratique depuis des millénaires, et aujourd'hui sous forme, on va dire, plus commerciale, quoique encore dans certains endroits du globe, il puisse s'agir d'un mode de déplacement, un mode de transport des populations. Et donc, à travers cette pratique de l'équitation, la promotion de ce tourisme équestre, il y a bien évidemment la formation de l'ensemble de l'encadrement nécessaire à accompagner des promenades, des randonnées. Et à ce titre, la Fédération internationale de tourisme équestre travaille avec un organisme qui s'appelle l'IGQ, qui recense les qualifications internationales qui permettent donc d'accompagner promenades et randonnées, et également accompagne ses membres lorsqu'ils n'ont pas de référentiel existant, les accompagne pour organiser la pratique du tourisme équestre sur un territoire, d'une promenade de quelques heures jusqu'à des randonnées plus longues qui peuvent faire plusieurs jours avec des hébergements extérieurs et une distance plus importante parcourue. Également, dans les missions de la Fédération internationale de tourisme équestre, nous avons 4 disciplines à connotation sportive, car voilà, les pratiquants, rapidement, lorsqu'ils se retrouvent, ils ont même si la vocation première n'est pas de faire de la compétition, ils ont besoin de se retrouver à travers des jeux ou à travers des disciplines qui deviennent des compétitions. Donc, on a une compétition qui s'appelle le TREC, technique de randonnée équestre de compétition, qui est un parcours à la fois d'orientation à cheval plus un parcours de maniabilité où on va juger l'habileté du cheval et le dressage par son cavalier. Et on a également une discipline qui s'appelle l'équitation de travail, qui regroupe les équitations traditionnelles, on l'a dit, le cheval utilisé comme mode de déplacement, mais aussi pour travailler le bétail. Et on retrouve ces équitations de travail dans un certain nombre de pays du monde, sur la quasi-totalité des continents, avec des techniques propres pour travailler le bétail, le conduire, l'amener se nourrir, s'abreuver, ou prodiguer des soins quotidiens sur ce bétail, généralement du bétail bovin, mais même si on peut trouver de l'équitation de travail avec quelques ovins ou autres mammifères. Et enfin, une pratique moins répandue, qui est une pratique sur neige, qui s'appelle le skijoring, qui est un skieur tracté par un cheval, donc ce sera peut-être plus compliqué dans les plaines iraniennes. Et enfin, le tir à l'arc à cheval, alors, qui rejoint un sujet qui a été évoqué tout à l'heure par les arts martiaux. Alors, c'est selon la définition qu'en font les puristes, c'est ou pas un art martial, mais en tous les cas, je pense que ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est plutôt le bajutsu, ce qu'on retrouve, qui est une forme de combat à l'épée en bois, à cheval, avec un bâton. En tous les cas, ce n'est pas ça dont il s'agit là. Il s'agit de tir à l'arc à cheval, très présent en Iran. Aujourd'hui, voilà, on a un certain nombre de sportifs iraniens qui sont très présents sur les compétitions internationales de tir à l'arc à cheval. Le rapprochement du tir à l'arc à cheval de la FITE est très récent, et on n'a pas eu encore l'occasion de lier des accords avec les acteurs du tir à l'arc iranien. Voilà rapidement pour les principales missions de notre fédération internationale. L'itinérance à cheval, j'en ai parlé rapidement. On travaille réellement dans une démarche de passage des frontières à cheval, pour, bien sûr, avec l'ensemble des éléments nécessaires pour se déplacer à cheval. Lorsqu'on fait de la randonnée à cheval, il faut un cheval, il faut un cavalier, mais il faut aussi un chemin, un linéaire qui soit accessible, qui soit parfois répertorié sur des cartes, sur des topoguides, parfois balisé. À ce sujet, nous travaillons avec le Conseil de l'Europe, et la Fédération internationale de tourisme équestre est en cours de reconnaissance par le Conseil de l'Europe comme, on va dire, expert cheval, justement pour venir mettre du cheval, de l'équitation sur les itinéraires culturels européens déjà certifiés, et puis ceux qui pourraient être créés
dans les années à venir. La formation, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à la formation des accompagnateurs de tourisme équestre, des guides de tourisme équestre qui vont être les personnes qui vont accompagner les promenades et qui à leur tour vont former les accompagnateurs suivants. Donc la FIT développe depuis 2021 un diplôme de guide équestre de niveau 1 qui est une première échelle. Et encore une fois, il y a un certain nombre de pays qui sont très bien organisés avec un système de qualification en place depuis plus ou moins longtemps. Et en tous les cas, la FIT les accompagne pour ceux qui souhaiteraient disposer d'un système de certification et de formation des professionnels complet sur l'ensemble de ce que cela nécessite. Donc, bien sûr, il y a de la pratique équestre, mais aussi, lorsqu'on randonne, il y a tous les éléments nécessaires à se déplacer, donc les éléments de topographie, mais aussi de pouvoir s'occuper de son cheval sur plusieurs jours, pouvoir s'occuper de sa ferrure, de son alimentation, éventuellement prodiguer les premiers soins en cas d'accident et gérer également le groupe, parce que lorsqu'on se déplace avec un groupe de cavaliers, il faut gérer on va dire le bivouac, les haltes du midi, du soir, l'attache des chevaux, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un diplôme très complet avec un versant de technique équestre, un versant de technique propre à l'accompagnement de randonnée, et puis ensuite la connotation que peut lui donner chaque pays avec une dimension touristique au même titre qu'on pourrait l'avoir sur un guide pédestre ou un guide culturel. Et enfin, un travail, le troisième pilier de l'action de la Fédération internationale de tourisme équestre, c'est un travail de représentation à l'international, à travers, par exemple, une conférence comme nous la tenons ce soir et pour laquelle je renouvelle mes remerciements à l'organisateur, mais également sur des instances internationales avec la FEI, bien sûr, avec la Fédération équestre internationale, avec laquelle nous avons un accord, et avec des organisations non gouvernementales, européennes ou internationales, qui ont un lien avec le cheval au sens large, mais au-delà du cheval aussi avec la ruralité, parce qu'on ne peut pas dissocier le cheval du monde rural et du monde agricole. Et donc, on essaye, au-delà des aspects purement législatifs et réglementaires de l'Union européenne, de travailler avec l'ensemble des organisations non gouvernementales qui parlent de cheval ou qui parlent de ruralité au sens très large. Voilà en quelques mots ce qu'est la Fédération internationale de tourisme équestre. La pratique du tourisme équestre, vous avez quelques éléments sous les yeux, ça peut se pratiquer de différentes manières. Le tourisme équestre, il n'y a pas un tourisme équestre, il y a des tourismes équestres. Ça peut se pratiquer seul, ça peut se pratiquer dans une structure organisée, comme un poney club, un centre équestre, un centre de tourisme équestre. Ça peut se pratiquer en famille, ça peut se pratiquer avec des amis. Quel que soit son niveau, bien sûr, la distance ne va pas être la même ou la difficulté technique ne va pas être la même, l'allure, la vivacité, on va dire, du tracé ne va pas être la même, mais en tous les cas, quel que soit le niveau, la durée, on en a parlé, de très courte durée à des promenades, voire des voyages à cheval de plusieurs semaines ou plusieurs mois, et puis, bien sûr, avec une notion soit d'autonomie, si on a le niveau suffisant, soit accompagné par un guide dans le cadre d'une prestation, que ce soit par une agence ou à l'intérieur d'un club. Et puis une variante, parce que tout ce qu'on vient de dire pour le tourisme équestre, bien sûr, lorsqu'on est à cheval, il existe le même tourisme équestre attelé, donc c'est-à-dire où là on est en attelage avec un véhicule hippomobile donc, qui est tracté par le cheval ou par un équidé, qui peut être autre qu'un cheval. C'est une autre forme de tourisme équestre, ça nécessite simplement que les itinéraires soient accessibles, bien sûr, en termes de relief et de largeur aux véhicules utilisés, mais c'est également une forme assez répandue et qu'on peut retrouver en milieu périurbain dans un certain nombre de pays du monde. Voilà, en quelques mots. Dans tourisme équestre, je le disais tout à l'heure, il y a le mot tourisme et le cheval équestre pour le cheval. C'est indissociable du patrimoine culturel, du patrimoine historique. Et là-dessus, il y a un véritable potentiel avec l'Iran par son histoire, mais également par la place qui occupent les chevaux. Et puis, bien sûr, on entend l'itinérance à cheval comme un déplacement en milieu naturel, donc avec l'ensemble des composants du milieu naturel. Ensuite, en termes d'activité, en passant, on va dire, de l'activité
agricole ou historique à l'activité plus économique, eh ben, c'est un véritable levier pour les pays, pour les régions, les villes qui organisent du tourisme équestre, parce que c'est une activité touristique à part entière, avec des retombées économiques sur l'hébergement, sur la restauration et sur tout ce qui est nécessaire à ce déplacement, en plus bien sûr des autres aspects classiques comme les visites de monuments ou monuments touristiques ou l'ensemble des commerces qui peuvent se trouver sur un itinéraire. À l'échelle plus locale, je vais aller assez vite, c'est bien sûr lorsqu'on souhaite développer le tourisme équestre, il ne peut pas s'imposer, on va dire, par une fédération, qu'elle soit nationale ou internationale, c'est quelque chose qui vient du terrain. Et bien souvent, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'adhérents iraniens à la FITE qu'il n'y a pas de tourisme équestre en Iran, et on sait bien qu'on a preuve du contraire d'ailleurs. Mais c'est avant tout un travail de terrain, c'est un travail auprès des acteurs locaux, c'est quelque chose qui se fabrique au plus près du terrain, parce que l'ingrédient indispensable, c'est l'itinéraire. Et cet itinéraire-là, ce n'est pas quelques centaines ou quelques milliers de kilomètres qu'on en a connaissance, c'est vraiment les acteurs présents sur place, autochtones, qui connaissent la nature des chemins, l'histoire des chemins et la façon aussi de se déplacer sur ceux-ci. Et par rapport à ça, bien sûr, dans nos différentes formations, il y a une partie sur la topographie, sur l'orientation et sur la manière d'aménager ensuite ces itinéraires. Et puis, une fois que les itinéraires sont fabriqués, bien sûr, ils peuvent rester confidentiels pour quelques utilisateurs, mais c'est aussi d'en assurer la promotion à travers, pour les randonnées plutôt non encadrées ou les gens qui vont être autonomes à cheval, en assurer la promotion avec des topoguides ou des systèmes plus modernes comme des SIG, des systèmes informatiques géographiques, qui vont permettre de donner un itinéraire et de se déplacer en autonomie ou en quasi-autonomie avec les moyens modernes, digitaux que nous utilisons désormais. Ça, j'en ai parlé précédemment, c'est l'accompagnement vraiment que porte la Fédération internationale de tourisme équestre. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 26 pays membres, des pays avec des niveaux d'organisation et des histoires, bien sûr, tout à fait différentes. Et on est vraiment dans un rôle d'accompagnement et d'accompagnement donc des fédérations ou des fédérations en devenir ou des structures nationales en devenir qui souhaiteraient développer ce type d'activité. Ça peut être d'ailleurs à l'initiative de professionnels implantés sur place. C'est ce que nous voyons dans un certain nombre de pays du monde aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Et puis, en forme de conclusion, vous dire qu'on organise le premier séminaire international de tourisme équestre au Danemark cette année. Et voilà, c'est peut-être l'occasion pour certains d'entre vous de venir voir ce qu'est le tourisme équestre. Et le tourisme équestre s'inclut dans une grande famille que sont les sports de nature aussi. Bien sûr, c'est le cheval, mais c'est aussi l'ensemble des autres activités de nature, et c'est assez indissociable. Voilà, pour conclure, s'il me reste quelques instants, juste un propos plus national sur les initiatives que nous avons eu l'occasion de conduire entre la Fédération française d'équitation et la Fédération iranienne. C'est notamment par rapport à la formation des enseignants d'équitation et la mise à disposition d'un système finalement de formation des cavaliers. Car le modèle français est un modèle relativement unique en termes de progression. On a la chance d'avoir développé en France, sur ces dernières années, ce qu'on appelle le modèle du cheval partagé, c'est-à-dire qu'en France et dans d'autres pays maintenant, parce que ça se répand, vous pouvez monter à cheval même si vous n'êtes pas propriétaire de votre poney ou de votre cheval. Ce n'est pas le cas partout. Beaucoup d'endroits, si vous n'êtes pas propriétaire d'un cheval et que vous mettez en pension, vous n'êtes pas cavalier. Donc forcément, c'est une équitation beaucoup plus accessible, beaucoup plus populaire que celle qu'a développée la France. C'est ce qui en fait d'ailleurs le troisième sport, avec presque 1% de la population qui est licenciée à la fédération et presque 2% qui est cavalière. Et donc c'est à travers cela, en tous les cas, qu'on a eu la chance d'accompagner l'Iran. Ça s'est un peu interrompu avec la crise sanitaire, mais en tous les cas, c'est vraiment une piste
de collaboration très importante parce que si on veut développer, la première mission de nos fédérations, qu'elles soient nationales ou internationales, c'est le versant éducatif et donc c'est la formation, bien sûr, des pratiquants, des enseignants dans le cadre, bien sûr, du respect des équidés. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Si vous voulez bien, je vais prendre la parole. Je vois qu'il est 19h02, on est dans les temps. Je voulais vous remercier tous les trois pour votre participation et je vois qu'on est réunis vraiment autour d'une passion commune et pour aller dans un même sens. Donc, ça fait vraiment très, très chaud au cœur. Je voulais simplement évoquer un point très rapidement dont Madame Firouz a parlé en début de webinaire. Concernant la génétique, j'encourage ceux qui le souhaitent à prendre connaissance d'une étude internationale qui a été faite, menée par le CNRS et dirigée par Ludovic Orlando, qui montre bien que ces chevaux du plateau persan, de cette région d'Asie centrale, sont au niveau génétique aujourd'hui prédominants dans le monde, à tel point que à partir de l'invasion arabe en Iran, on a vu un déclin de la génétique des chevaux au niveau mondial, puisque les chevaux iraniens étaient très très prisés. Ça a commencé bien avant ça, mais je ne vais pas refaire d'histoire sur plusieurs millénaires, avec les Assyriens qui se fournissaient beaucoup en équidés dans cette région du monde. Madame Firouz a évoqué les pâturages permanents qui expliquent que les chevaux, déjà dès l'époque, étaient de très bonne qualité, très endurants et très prisés. Voilà sur l'aspect génétique qui, bien sûr, serait à approfondir. Malheureusement, on n'a pas vraiment le temps et je ne veux pas rentrer dans des choses trop techniques. Donc, on a bien vu que l'Iran est très dynamique au niveau des sports équestres. Et les Iraniens, de manière générale, ont à cœur de préserver leurs races locales, endémiques, nationales, qui sont anciennes et qui sont finalement plus qu'un patrimoine iranien, qui sont vraiment un patrimoine mondial. Chaque personne intéressée par les chevaux devrait être sensible à ça, puisqu'au niveau génétique, voilà, ce patrimoine est vraiment important et précieux. Le tourisme équestre, comme disait Monsieur Bouix, qui lie vraiment beaucoup de choses, qui lie tous les sports de nature et un certain art de vivre, entre guillemets, semble être une manière aussi de mettre en valeur les qualités des chevaux iraniens. Voilà ce que je voulais ajouter brièvement, même s'il y aurait encore 1 million de choses à dire. Voilà, je propose, si quelqu'un a des questions, qu'on puisse essayer d'y répondre, ou en tout cas s'il y a des réactions, des demandes de précision, quelque chose. Oui, moi je prendrais bien la parole pour dire que le sujet de ce soir, par rapport à nos activités depuis 3 ans, est tout à fait innovant. Et vous savez, on a l'habitude de traiter de la géopolitique, de l'économie, de la culture, le cinéma par exemple. Mais là, voilà un sujet qui, je pense, n'a jamais été traité dans les médias français, quels qu'ils soient, et qui est tout à fait étonnant quand on voit, les ressources qu'il y a de part et d'autre, la façon dont vous les avez présentées qui donne envie. Et moi, je suis, j'allais dire, très optimiste parce que vous avez toutes et tous présenté les atouts qu'il y avait du côté français dans un savoir-faire, du côté iranien dans la présence de races exceptionnelles. Et quand je vois en Iran, puisqu'aujourd'hui, j'ai compris que ce n'était pas, par exemple, le tourisme équestre n'était pas encore développé. Alors, je vais vous poser une question à vous, Rachel, après. Mais moi, je suis optimiste parce que je vois en quelques années, malgré le Covid, se développer, et c'est souvent comme ça en Iran, une idée qui, par rapport à l'Occident, mettrait 10 ans pour se développer. En Iran, en 3 ans, elle fait des bonds colossaux. C'est par exemple les chambres d'hôtes dans des maisons traditionnelles. C'est en train de se développer à une vitesse spectaculaire. Et donc, je pense que
lorsqu'il y aura quelqu'un qui aura bien compris en Iran de l'intérêt économique, touristique, du tourisme équestre, par exemple, puisque c'est votre sujet, Rachel, je pense que là, les choses vont se mettre en place. Et justement, alors j'ai une question par rapport à votre propre expérience de terrain. Vous organisez des treks. Donc, vous avez des correspondants qui sont là, qui ont les chevaux, et vous parlez avec eux sûrement de ce qui se passe en France. Est-ce que là, vous sentez un frémissement du côté de vos interlocuteurs iraniens pour multiplier ce type d'activité? Alors, je dois préciser que ce type d'activité existe depuis un certain temps déjà. C'est développé. Pas structuré de la façon dont on pourrait proposer une organisation comme la FITE, par exemple. Mais il y a déjà beaucoup d'initiatives individuelles, généralement de la part d'éleveurs. C'est une manière pour eux aussi de valoriser les races avec lesquelles ils travaillent, qui proposent des parcours. Ensuite, un frémissement, oui, bien sûr. Puisque, comme je disais, les Iraniens sont amoureux de leur race locale. Ils en connaissent la valeur. Et il leur tarde vraiment de faire découvrir ces chevaux-là. En quoi ils sont uniques, en quoi ils sont exceptionnels, en quoi l'expérience de côtoyer ces chevaux-là diffère de ce qu'on peut connaître en Europe de manière générale, d'une façon peut-être plus académique. Donc oui, bien sûr, les gens sont impatients, il y a matière et il manque très peu de choses pour structurer et finalement faire rejoindre aussi bien les besoins des touristes étrangers, quels qu'ils soient, et puis leurs habitudes aussi par rapport aux chevaux, avec ce qu'on peut leur proposer en Iran. Voilà. Très bien, très bien. C'est une façon aussi peut-être à terme de redécouvrir la pratique de la piste. Parce que Dieu sait, dans ce pays, il n'y a encore pas si longtemps, les routes, il y a 100 ans, n'existaient pas et la circulation se faisait par piste. Et je pense que de nombreuses pistes, y compris, alors ne parlons pas des routes de la soie, mais de plus petites ou plus locales, sont sûrement très intéressantes dans ces paysages fantastiques. Est-ce que, quel serait l'engagement, d'après vous, possible des nomades? Parce que les nomades sont des gens qui pratiquent le cheval, qui connaissent remarquablement les paysages, notamment du Zagros, dont nous a parlé Madame Firouz. Est-ce que vous savez, là, est-ce que vous avez des contacts avec les Bartiari, par exemple? Alors, je pense que Madame Firouz pourra peut-être mieux répondre que moi, puisque moi, je connais vraiment plus le Kurdistan, qui n'est pas une région de nomades à proprement dit, c'est une région de pastoralisme, mais les gens sont plutôt sédentaires. La tradition nomade se trouve un peu plus au sud et je la connais moins. Donc, Madame Firouz, si vous avez des éléments. Oui, intéressant. Oui, en fait, il faut savoir que les nomades, donc les nomades de Khuzestan, donc on parle des Bakhtiari ou des Dareshuri, ont été obligés de se sédentariser pendant le temps du Shah. Donc, cet aspect de la culture, malheureusement, a été perdu. Donc, ils ne font plus le transhumance entre ce qu'ils appellent le rocher et donc les pâturages d'été et les pâturages de l'hiver. Moi, j'ai connu ça parce que je suis de Shiraz et on habitait parmi les Dareshuri et donc on a fait des transhumances, mais donc ça date, ça. Donc, ça n'existe plus, mais les Dareshuri existent encore et leur tradition équestre est énorme. Le cheval fait partie entière de leur culture et de leur fierté. Donc, ils sont très contents d'accueillir des gens à ce niveau-là. Il faut savoir aussi que dans le nord-est, donc dans les steppes turkmènes,
dans le temps aussi, les Turkmènes étaient des nomades. Donc, avec les chevaux, ils allaient à la recherche de pâturage et assistaient à des festivités toujours liées au cheval. Ma mère a fait du tourisme équestre dans les steppes turkmènes pendant des années avant son décès. Et donc, ça existe encore. Et il y a des gens qui ont repris ce tourisme qui est à cheval entre les steppes turkmènes et le parc naturel du Golestan, qui est un des parcs les plus rares au niveau espèces botaniques, parce que c'est encore un des rares parcs originaux, bien que, bon, la partie originale est de plus en plus réduite. Mais on peut encore voir des chênes qui ont des diamètres de dizaines de mètres. Donc, voilà. Donc, c'est possible, mais faire la transhumance en soi, ce n'est plus possible. Alors, je ne pensais pas, madame, à la transhumance, mais ce que je pense comme atout, parce que les nomades, enfin, je pense aux Bakhtiari, plutôt eux, recherchent aujourd'hui, évidemment, à d'autres activités, parce qu'ils voient bien que dans le monde contemporain, la laiterie, ça ne suffit plus. Et ce sont des gens qui connaissent remarquablement leur territoire. Et donc, ces gens-là pourraient, vous voyez, être des coopérants dans la reconnaissance d'itinéraires spectaculaires, souvent. Je pense à travers le Zagros, vous avez des pistes extraordinaires. Hein, il y a qu'à lire Pierre Loti. Et donc, c'est peut-être là où il y a quelque chose. Je parle comme ça puisque vous êtes plusieurs d'entre vous à fréquenter l'Iran, à fréquenter le terrain. Il y a là des pistes très intéressantes. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu dans tous vos propos. Ça donne envie et puis on sent l'espoir de plein de choses, quoi. Ouais. Si je peux me permettre un léger parallèle, on a vu avec le cheval de Mérins dans les Pyrénées, vraiment toute la population locale des Pyrénées développer beaucoup de choses autour justement des transhumances, en tout cas de cette migration vers les estives avec le cheval de Mérins. Ça a été aussi un levier pour valoriser tout ce patrimoine agricole, naturel, rural. Donc forcément en Iran aussi, bien sûr. Oui. Alors évidemment, on a une barrière culturelle qui fait qu'en Iran, et vous l'avez dit, je ne sais plus qui parmi vous, ce sont des initiatives privées. On n'a pas une organisation étatique avec des fédérations, elles existent puisqu'on l'a vu pour les concours, mais par exemple pour le tourisme équestre, je pense que c'est l'initiative privée qui va l'emporter. Et là, c'est peut-être vous qui avez un rôle extraordinaire de mettre en relation des acteurs de terrain iraniens avec ceux que vous connaissez bien en France pour que les Iraniens viennent voir comment ça se passe et qu'ils comprennent le fonctionnement de tout ça, ce qui s'est fait au niveau du patrimoine. Ça marche bien maintenant. Je pense que là, vous avez une mission extraordinaire. Oui, en tout cas, les personnes que je connais en Iran sont très enthousiastes. Dites-moi, M. Seman, je n'ai pas très bien compris votre texto. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le samedi, d'accord. Je pense qu'il y a un micro qui est ouvert. Et donc, il y a plusieurs questions sur les messages. Alors, attendez, on va essayer vous voulez, mais l'un des… quand même ne pas trop tarder, puisque là, j'ai c'est David. quelque chose à vous dire. Faïd, vous n'avez pas la main sur les micros? Moi, je suis en train d'essayer de bloquer, mais ça ne marche pas malheureusement. David, Monsieur David, vous êtes en train de… Vous pouvez arrêter votre micro, s'il vous plaît? Pardon, c'est moi, je m'excuse.
Ah, il n'y a pas de problème. Donc, il y a plusieurs questions qui sont en train d'être posées sur la discussion. Donc, déjà, il y a une question pour savoir s'il y a des courses hippiques en Iran. Est-ce que ce sont des courses de galop ou c'est trop? Et est-ce que c'est sous la supervision de la Fédération internationale ou pas? Est-ce que je peux répondre si vous voulez? Avec plaisir, madame. En fait, les courses en Iran ont traditionnellement été organisées par la fédération équestre, mais il y a aussi les Turkmènes. Eux ont fait une coopérative pour les courses du cheval turkmène, parce qu'il y a eu beaucoup d'importations des pur sang anglais qui n'ont pas les mêmes distances. Et si on impose les distances des pur sang anglais sur les turkmènes, ça ne va pas. Donc, ils ont organisé aussi de leur côté, et c'est au niveau culturel également, organisé non seulement des courses, mais aussi des festivités liées à la course. Mais il y a un champ de course juste dans le sud de Téhéran, à Nowruzabad. Et là, on organise des courses. C'est des courses de galop. Le trot n'existe pas, à ma connaissance, en Iran. Donc, il y a des courses de galop pour les pur sang arabes, pour les chevaux turkmènes et aussi pour les pur sang arabes. Est-ce qu'il y a un système de paris tel que ça existe en France ou dans les pays européens ou pas? Normalement, non. Une autre question qui est posée sur donc la discussion, est-ce que les chevaux caspiennes peuvent être exportés à l'étranger ou c'est interdit? En fait, dans le temps, il y a un nombre limité de chevaux de la Caspienne qui ont été exportés. Il y a une société internationale du cheval caspien qui gère les studbooks dans le monde entier. Il y a des chevaux caspiens un peu partout dans le monde. Exporter aujourd'hui est impossible, à moins que ça change dans le temps. On a eu une conférence en 2015 où M. Khalili, qui est à la tête de la Fédération équestre internationale, avait promis de au moins ouvrir l'exportation du sperme congelé. Pour le moment, rien n'a été fait à ce niveau-là. Il y a eu des chevaux qui ont traversé de façon ou autre la frontière, qui ont été importés en Europe. Donc, ça existe, mais l'exportation de façon officielle n'existe pas. Mon cher Jean-Claude, je vous redonne de nouveau la main en attendant qu'il y ait d'autres questions sur la discussion. Alors, je reviens, pardonnez-moi. Voilà, donc là, alors je repense peut-être à Madame Firouz, qui est dans la tradition, la chance d'appartenir à une grande famille qui a fait l'histoire du cheval en Iran. Peut-être, Madame Firouz, vous avez esquissé, parce que le temps malheureusement était là, mais on a quelques minutes. Est-ce que vous avez je ne sais pas, un développement en 5 minutes à faire sur, par exemple, le polo en Iran depuis le XVIe siècle, qui est un sport qui était très pratiqué sur la grande place d'Ispahan. Hein? Oui, tout à fait. Et c'est toujours très pratiqué en Iran. En fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est un sport qui est pratiqué de façon régulière, qui a été pratiqué depuis l'ère du temps, comme vous le savez, sur la grande place d'Ispahan, et qui est toujours pratiqué aujourd'hui, pratiqué et par les femmes et par les enfants sur les chevaux de la Caspienne, et pratiqué de façon et officielle et non officielle, c'est-à-dire il y a des matchs de polo qui ne sont pas officiels, mais il y a eu aussi des matchs, il y a une association de joueurs de polo qui organise ça, mais c'est aussi géré par la fédération. Donc, il y a les deux et ils sont très dynamiques. Ils proposent et pour les femmes et pour les hommes et pour les enfants, comme je vous ai dit. Donc, c'est vraiment un sport qui n'a jamais cessé en Iran, si vous voulez. Et c'est joué avec des chevaux endémiques. Et je voudrais aussi revenir, donc maintenant que je parle des races des chevaux iraniens,
le cheval turkmène est un cheval de saut hors pair. Et c'est un cheval qui est endémique en Iran, donc très bien adapté au climat de l'Iran et aux conditions du sol et je veux dire aux conditions physiologiques proposées, enfin imposées au cheval. On utilisait dans le temps beaucoup le cheval de turkmène pour le saut d'obstacle. Mais en Iran, on aime tout ce qui est étranger. Donc, exactement. Et malheureusement, ça a pris le dessus et c'était souvent en dépit de la race indigène, ce qui est dommage. On prend le cheval de la Caspienne. En Europe, c'est utilisé pour tous les sports, que ce soit attelage, que ce soit obstacles, courses, etc. En Iran, c'est très peu utilisé. Maintenant, ça change. Il y a beaucoup de pony clubs qui utilisent des chevaux de la Caspienne. Je vous assure, c'est des chevaux hors pair. J'en ai en Belgique. J'ai croisé avec des Hanovriens, des autres chevaux de sport et ça concourait avec les autres poneys européens sans aucun problème. Donc, on commence à apprécier le patrimoine équestre en Iran maintenant parce qu'on a eu des sanctions pendant des années, parce que les Iraniens ont été un peu obligés de se retourner vers ce qu'eux, ils avaient. Ah, oui. Et on se rend compte que finalement, nos chevaux sont non seulement excellents, mais au même niveau que les chevaux européens et coûtent bien moins cher et sans les problèmes d'importation. Donc, j'espère franchement qu'on va avoir plus de chevaux indigènes dans les sports équestres, dans les sports d'endurance, dans le saut d'obstacle. Vous parlez des petits chevaux, des poneys. On a tous les éléments pour faire le poney de sport idéal en Iran. Il suffit de le faire. On a la taille, on a la santé. Il faut dire que le Deutsche Reitpony, qui est vraiment dominant dans les sports équestres du poney des championnats d'Europe, est un poney qui a été créé par le cheval arabe, le Trakehner, les Welsh. Et donc, on a fait une machine de sport, mais on pourrait faire la même chose en Iran avec nos chevaux, avec les races indigènes iraniennes et être à la hauteur du sport équestre poney mondial. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir pour l'Iran et pour les chevaux endémiques en Iran, que ce soit au niveau équestre, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau du tourisme. Parce que, comme dit M. Voisin, il y a un potentiel énorme. Et les Iraniens, s'ils sont très doués pour quelque chose, c'est le commerce. Ils vont trouver, comme ils ont fait avec les gîtes et les chambres d'hôtes, les boumgardis, qui marchent de tonnerre en Iran. Donc, s'organiser, on n'est pas très doué pour s'organiser, mais pour faire, on est plus doué pour faire ça. Organisation, on vous laisse à vous, les Français. Vous êtes, alors justement, je rebondis sur l'organisation puisque l'une de nos auditrices posait la question à quand le prochain départ de Trek équestre en Iran. Vous avez peut-être vu le petit message de Rachel, c'est le 17 septembre. Et sur le message, il y avait une adresse, un site web. Rachel, vous pouvez peut-être le remettre en message. Votre adresse web pour que les personnes intéressées par ce prochain départ le 17 septembre pour un trek équestre en Iran puissent en savoir plus. Alors, vous avez parlé, Madame Firouz, des sports équestres. Et je voulais savoir, parce que je n'ai pas vu ça en Iran, mais je pense à Joseph Kessel, à l'Afghanistan, au Bozkashi. Est-ce qu'en Iran, on pratique ce sport collectif d'équipe avec cette peau de chèvre? Est-ce que ça existe dans le nord, dans la région turkmène, par exemple? Non, non, ça n'existe pas. C'est vraiment un sport afghan. Spécifique, d'accord, d'accord. Alors, j'ai une autre question, parce que je vois que nous avons encore 3-4 minutes. On a parlé du cheval, on n'a pas parlé des cavaliers. Et
avec tous les préjugés, les a priori qu'on peut avoir, j'ai quand même entendu dans la conversation, vous avez parlé le cheval adapté aux enfants, aux femmes, aux hommes. Justement, alors quelle est la part des femmes dans ces cavaliers? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Si je peux répondre, oui. avant la Révolution, on était, on va dire, sur le même pied. Après la Révolution, au départ, les femmes n'étaient pas autorisées de monter à cheval. Et je peux vous le dire, on s'est battu très, très fort pour pouvoir le faire. J'ai fait partie de l'équipe en 1994, comme on dit en Belgique, mais 94, aux Jeux asiatiques de Hiroshima. J'ai pu prendre l'avion, mais je n'ai pas pu me mettre à cheval parce qu'il y avait toujours cette bagarre entre la fédération équestre iranienne qui, à l'époque, ne voulait pas autoriser les femmes et le comité olympique qui était à l'époque dirigé par la fille de Rafsanjani. Mais aujourd'hui, tout a changé. Donc, aujourd'hui, les femmes et les hommes sont dans les mêmes épreuves. C'est le seul sport au monde où les femmes et les hommes sont dans le même... sont ensemble dans les mêmes épreuves. En Iran, on a ce qu'on appelle un dress code, donc il faut être habillé de façon islamique, mais vous savez, ça ne change rien, ça n'empêche pas de monter à cheval. Donc, il y a beaucoup de femmes, parce qu'il faut savoir que c'est au niveau social aussi, c'est un des seuls endroits où on peut se voir sous prétexte du sport. Donc, quelque part, c'est une façon pour les jeunes de continuer à vivre, quoi. Et donc c'est très, très populaire, si vous voulez, pour les femmes. Enfin, il y a une grande part des femmes qui montent en Iran. Une question que j'aurais souhaité poser à tous les intervenants. Est-ce que le sport équestre en Iran reste un sport, est-ce qu'il y a une démocratisation de ce sport ou est-ce que ça reste le domaine privilégié des classes, on va dire, moyennes, supérieures et au-delà? Si je peux juste répondre. Alors moi, de ce que j'ai vu en Iran, et justement, avec toutes ces discussions, quand j'ai préparé ma présentation, comme ça fait quand même 1 année et demie que je ne suis plus à la FEI, je n'avais pas toutes les informations à disposition. Donc, je me suis référée à des amis que j'ai en Iran qui sont au niveau international, hein, qui sont entre autres constructeurs de parcours dans le monde entier. Shafi, oui. Ouais, ou Rakshan Radpour. Oui. Et surtout lui, parce que je trouve que... Alors moi, quand je suis allée en Iran, franchement, je trouve qu'il y a vraiment une différence. Je pense que c'est quand même une société, disons, high society qui monte à cheval. Voilà ce que j'ai vu. Après, quand on a développé les programmes d'aide, on a pour la voltige, les coachs, qu'est-ce qu'on a le paradressage, on a fait aussi. Je trouvais que là, bon, on touche plus les acteurs un peu plus bas, mais vraiment au niveau des cavaliers. Et ce qui m'étonne aussi, c'est que quand j'ai contacté Rakshan, Radpour ou Ramin, mais eux, ils n'étaient vraiment pas au courant du tourisme équestre. Ils tombaient un peu des nues et je me suis dit, mais c'est pour ça que c'est vrai, monsieur Voisin, il faut vraiment, j'espère que tous les acteurs travaillent ensemble parce qu'il y a vraiment un potentiel. Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est quand même réservé à une certaine classe. Après, ça fait quand même 10 ans que je suis allée là-bas. Et merci, Madame Férouz, d'avoir parlé parce que là, je me rends compte que ça a évolué. Et ouf, ouais, c'est encore là, dans mon cœur, tout ça. Mais voilà mon expérience. Voilà. Merci, Madame. Merci. Je voulais simplement... oui,
apporter une petite précision, en tout cas un point de vue légèrement différent. J'ai envie de dire, c'est comme partout dans le monde, dès lors qu'on commence à faire de la compétition, quel que soit le sport, quelle que soit la discipline, ça demande des ressources financières qui sont plus élevées. Mais ensuite, à un niveau amateur, surtout dans les zones plus rurales, on voit vraiment une population, ça peut être le pâtissier du coin qui a un cheval et qui va monter sur ses jours de congé. C'est comme partout, plus on est proche d'un milieu rural, plus la vie avec les animaux se fait naturellement. Plus on est dans un milieu urbain, plus ça demande une organisation, un effort financier. Et il ne faut pas négliger cette partie-là de la population qui n'a pas forcément des ressources financières extraordinaires, mais qui vivent avec leurs animaux, qui sont proches de leurs animaux et qui leur consacrent du temps, qui vivent leur passion en fait de la manière dont ils peuvent le faire. Voilà. Eh bien, moi, je pense, si notre président en est d'accord avec le bon mot de la fin que vous venez d'avoir, il est pile poil 19h30. On peut donner rendez-vous d'ores et déjà aux unes, aux autres pour la rentrée. Nous allons bientôt envoyer le programme de l'automne et nous vous préparons de magnifiques rendez-vous, là encore, cet automne, pour mieux se comprendre entre Iraniens et Français et comprendre les potentialités qu'il peut y avoir aussi dans la coopération entre nos deux pays. Voilà. Je remercie toutes celles et ceux qui ont participé, en tant qu'auditeurs, mais aussi merci Rachel d'avoir pris en main cette affaire, d'avoir rassemblé des spécialistes. On a vu combien vous maîtrisiez les unes et les autres le sujet et ce domaine, je le répète, qui sortait des sentiers battus, c'était magnifique. Et on se dit à tous et à toutes à la rentrée. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci à toutes et tous. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.